Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau épisode de Ring the Bell sur 100% live et aujourd'hui, émission spéciale Money in the Bank, le pay-per-view qui s'est déroulé dimanche dernier, le premier pay-per-view avec des fans et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que ça a fait du grand bien à nous et au show aussi d'avoir des fans. On va se replonger dans le show donc de cette semaine dernière en vous donnant nos avis sur les différents matchs. 3 guests pour m'accompagner sur cette merveilleuse émission et le premier c'est Andrew. Comment tu vas? Ben, ma foi, ça va plutôt bien. Je suis dans mon petit PA. Petit problème de limitage, ça va plutôt bien. Hâte de parler de ce pay-per-view qui était plutôt bon et surtout avec le retour du public qui fait énormément de bien. Donc, plutôt hâte d'en parler avec vous tous dans cette bonne petite émission. Vous allez voir à la fin avec la note, on n'est pas tous d'accord sur la qualité, enfin, je ne suis pas d'accord avec la qualité de ce show. Vous verrez, ne vous inquiétez pas. Deuxième guest pour cette émission, c'est Auguste. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Oui, bah, c'est toujours un plaisir de vous parler catch entre nous et puis aux éditeurs aussi. La petite review de Money in the Bank qui pour ma part était bon et à quelques matchs qui étaient vraiment très très bons. Donc hâte hâte de pouvoir parler de ça avec vous ce soir. Voilà, mais que l'émission commence. Et oui, eh beh, l'émission va pas commencer, donc on n'a pas présenté le dernier guest quand même, il faut présenter tout le monde. Le dernier, c'est Nathan. Comment tu vas? Eh ben, bonsoir, bonjour à tous. Ça va très bien et très heureux de pouvoir parler de Money in the Bank et le retour du public qui a fait énormément de bien malgré un main event que je juge décevant. Ouh, Roman Reigns décevant, ça m'intéresse. Mais on va commencer par le début et on parle un petit peu de Roman Reigns vu qu'on parle des Usos qui étaient opposés aux Mysterio dans le kick-off pour les titres de SmackDown et on a des nouveaux champions par équipe à SmackDown. Les Usos ont battu les Mysterio au terme de ce que je qualifierais un bon match de kick-off qui a mis un bon rythme au pay-per-view. Est-ce que Andrew, tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, complètement. Les Usos Mysterio, quand on connaît le talent des quatre protagonistes, hein, même, je parlais de Dominique qui, pour sa deuxième prestation devant du public, vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de progrès hein, dans son nom et surtout que le public le fait pas plus stresser de ça. Un petit botch à la fin, pas très dérangeant en soi, bon, même si c'est vraiment mystérieux, faut réussir à le soulever, c'est très simple d'habitude, bon là ils ont un peu balayé. Le finish, hmm, bah c'est de la triche, hein, quand on fait partie du clan de Reigns, pour gagner il faut bien tricher, on verra ça à la fin du main event, hein. Mais c'était un bon match, hein, de toute façon on le savait très bien, les Usos in ring, ça nous a très rarement déçus, je vais pas dire jamais. Puis la chimie Mysterio, Uso, pardon, c'est totalement correct. Non, honnêtement, c'était un vrai bon match de table. Ça a vraiment mis le public dans l'ambiance du show. Là, directement, le public a pu se chauffer, même si c'était encore en train de rentrer. Ceux qui étaient déjà sur place étaient emballés à la suite du show. Ça n'a pas endormi directement le show. Si, par exemple, on aurait mis un Tamina Natalia contre une autre équipe. Voilà, là, ça a vraiment préparé les gens à ce qui allait suivre. Et ça tire déjà à balles réelles sur Tamina et Natalia. On embrasse Maximilien qui n'est pas là, qui peut donc pas défendre sa superstar préférée. Tant pis pour lui. Il découvrira ça dimanche quand l'émission sera publiée. Auguste, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce kick-off? Je l'ai bien aimé. Franchement, bon match. En même temps, bon, les quatre sont excellents dans le ring, donc forcément. En plus, quand il s'agit d'ouvrir le show, d'ouvrir le bal et de mettre le feu au public, bon, c'est les spécialistes en la matière. Le match est bon, après, c'est vrai mais que le finish m'a un peu surpris et énervé parce que je pense que les Mysterio auraient dû conserver leur titre. Surtout que je comprends l'idée, mais qu'il est Uso de mettre champion et que la famille soit championne. Mais il aurait pu le faire plus tard et surtout il aurait pu le mettre dans la carte, enfin dans le show euh, principal et pas même que ça passe inaperçu dans le kick-off ou ça fait très bien aussi.
Donc, juste un peu déçu de ça, et puis le fait que le finish, enfin, le fait que ça se termine surtout par un roll-up avec appui, ça m'a un peu frustré. Surtout qu'avant, Rey Mysterio se dégage du combo Super Kick Splash qui normalement finit les matchs. Là, un vieux roll-up, ça passe, mais bon. C'est comme ça en ce moment de la WWE, on abuse trop. Et je trouve ça dommage, mais bon, ça fait, ça fait. Uso champion, on verra bien où ça nous mène, mais je pense que la rivalité entre les Mysterio et les Usos est loin d'être finie. On va voir à SmackDown les retombées de cette victoire. Je pense que le show va s'ouvrir avec la Bloodline qui va montrer toute sa puissance et j'ai très hâte de voir SmackDown ce soir. Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de kick-off? Est-ce que tu es d'accord avec nous que ça a bien lancé ce pay-per-view? Je suis entièrement d'accord, je trouve que de le mettre dans le kick-off, souvent dans le kick-off on a des matchs un peu osef, là c'est quand même des acteurs principaux de SmackDown, donc c'est quand même cool de les voir dans le kick-off, et voilà, ils offrent aux gens qui n'ont pas forcément le network un bon match de catch. Ils ont tenté un truc avec l'entrée des Mysterio, j'ai pas compris, je trouvais ça un peu moche, mais bon, passons. Le match en soi était bon, les 4 sont excellents. Dominic Mysterio, il a que 2 matchs avec le public, mais il se débrouille très très bien, c'est très plaisant à voir. Et, euh, et voilà, mais un peu déçu que le règne des Mysterio s'arrête si vite. J'aurais aimé en voir plus, mais c'est logique qu'on donne le titre aux Usos pour que toute la famille samoane ont des titres. Et j'ai le chat qui fait Namp aussi. Je sais plus où j'étais. Ouais, et Jimmy Uso qui était quand même contrôlé en état d'ébriété et en excédité sur la route. D'habitude, WWE sanctionne ce genre de comportement. Là, ils ont rien fait, ils lui ont même donné un titre. Donc je pensais que ça allait peut-être freiner l'ascension d'Uso, mais finalement pas du tout. Et donc on démarre parfaitement ce show. Ouais, je pense ils ont voulu rester sur leur storyline principale. On va pas parler de ce qui est hors ring ici parce que moi j'ai pas vraiment envie d'en parler. Je sais pas si vous avez envie d'en parler les gars, mais c'est pas, on n'est pas là pour ça. On a un gros pay-per-view à débriefer et on va commencer tout de suite avec le match d'ouverture de ce Money in the Bank, de la vraie carte cette fois-ci. C'était le Money in the Bank féminin qui a vu, eh bien, à la surprise générale, j'ai envie de dire, en tout cas la surprise des bookmakers qui n'avaient pas vraiment prévu ça, Nikki H remportait la mallette Money in the Bank. Alors pour rappel, il y avait donc Nikki H, Naomi, Alexa Bliss, Natalia, Tamina, Liv Morgan, Zelina Vega et Asuka dans ce match. Et donc c'est Nikki H qui a remporté le titre en profitant d'une bonne grosse mêlée générale au sommet de l'échelle. Elle est montée au-dessus de tout le monde comme on le voit très souvent, sauf que cette fois-ci ça a marché. Elle a rattrapé la mallette et est très vite descendu, laissant ses 7 autres adversaires, un peu comme des connes au sommet de l'échelle, c'est le cas de le dire. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et du résultat surtout? Hmm. Merci de me lancer sur ça parce que je pense que je vais être le seul à défendre ce match parce que moi, franchement, je l'ai bien aimé. Même même si ça va pas dans le sens de la majorité des fans, moi j'ai trouvé que le rythme était bon pour un match féminin. Le seul moment que j'ai pas compris, c'est quand il y avait Natalia et Liv Morgan, je crois, elles tenaient une échelle à 2 au centre du ring, et elles sont restées 1 à 2 minutes comme ça, sans rien faire. Mais bon, à part ce moment-là, j'ai trouvé le match bon. Euh, euh, Comment dire? Natalia et Tamina ont dominé la première partie du match, ce que je trouve logique parce qu'elles sont championnes par équipe et elles sont deux contre à chaque fois elles étaient en deux contre une, donc je trouvais ça logique. Alexa Bliss a pu faire sa magie ou son hypnose sur Zelina Vega. Et puis, on reste cohérent avec le personnage de Nikki H, enfin, qui avant était Nikki Cross. Ça fait 2 mois, 3 mois où Arrow, elle est invaincue et elle gagne que par roll-up ou par décompte ou en beat the clock challenge. Donc, et du coup, j'ai trouvé ça logique, mais qu'elle surprenne
tout le monde en prenant sa mallette, en profitant que les autres se battent entre elles pour qu'elles puissent passer entre les mailles du filet. Et puis au moins, ça change que tu n'as pas une grosse tête comme on a pu le voir avec Alexa Bliss, avec Bailey. Enfin voilà. Tu n'as pas une grosse tête qui est la mallette, c'est cool. Et puis par contre, ce qui est moins cool, c'est. Enfin, dans un sens, c'est ce qui s'est passé à Raw, parce que bon. À part avec leur première Miss Money in the Bank, ils ne savent pas construire une vraie Miss Money in the Bank, parce que soit elle cache pendant le show, ou soit au Raw post Money in the Bank. Ça me saoule un peu, mais bon. Je vais laisser les autres parler et pas monopoliser toute la parole sur ce match. C'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire avec, Nikki H et cette mallette. Et elle aurait pu changer parce que le H, veut dire presque un super-héros. Elle aurait pu se dire Nikki, presque une championne, ça aurait été dans le délire. Ils auraient pu lui laisser plus longtemps, mais comme vous le savez, peut-être ou pas, ils ont, décidé de la faire cacher le lundi juste après sur Charlotte, et ça a réussi. Donc Nikki Cross est championne de Raw à l'heure où on parle. Je sais pas, bah, c'est Raw, donc je m'en fiche un peu. Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce résultat? Et je vais te demander, est-ce que tu es déçu, que Nikki Cross ait déjà, caché la mallette? Le match était, j'ai trouvé bof. J'ai pas trouvé. J'ai pas été plongé vraiment dans le match. Déjà, quand on part de base, il y a qu'une seule heal dans le match, donc très compliqué de faire de la hit. Sur ce match, il y a que Zelina Vega qui est en heal. Du coup, le public a cherché des gens à huer, c'est tombé sur Tamina et Natalia. Finalement, c'est pas plus mal. Mais bon, les Juste gens. titre. Exactement. Les gens s'en foutent un peu en plus de Tamina et Natalia, donc on sait pas trop ce qu'elles foutaient là, les pauvres. Donc elles ont pris toute la haine des gens présents. Le match, je l'ai pas trouvé franchement fou quand on le compare au Money in the Bank masculin qui était vraiment excellent. C'était un peu Tatinati qui va chercher à chaque fois les gens qui grimpent à l'échelle et qu'on va lentement. C'est dominé par Tamina et Natalia, donc c'est pas forcément très intéressant. Il n'y a eu pas d'énormes spots, le truc, une prise qu'on va vraiment retenir du match. Asuka était assez transparente dans le match, c'est dommage parce que je pense que c'est celle qui performe le mieux sur un ring, Asuka. C'est dommage qu'il n'y ait plus rien en elle. Pourtant, c'est l'une des meilleures au monde, mais bon, c'est comme ça. Liv Morgan a brillé, ça c'est peut-être le point positif. Parce que il y a quelque chose à faire avec Liv Morgan. Donc voilà, faut continuer. On espère qu'ils vont. Voilà, les gens sont avec elle, donc il faut pouvoir lancer un truc avec Liv Morgan, c'est le temps d'y aller. Maintenant, le choix de Nikki Cross. Enfin, Nikki H maintenant, c'est logique, c'était l'une des favorites. Donc voilà, elle a caché comme d'habitude. Je crois que les 4 dernières Miss Money in the Bank ont pas gardé la mallette plus de 36 heures. Donc c'est dommage. Voilà, ils savent pas construire une Miss Money in the Bank. Et globalement, en général, les faces n'arrivent pas à garder une mallette. Ce sont les personnages heal qui arrivent à construire avec la mallette et les faire garder la mallette assez longtemps. Maintenant, le cash, ça pourra nous éviter d'avoir Charlotte Flair championne, parce que même si son match à Charlotte Flair était excellente dans les weekly, c'est chiant un peu. Enfin, je trouve. Donc voilà, espérons qu'ils partent pas sur un personnage vraiment comédie, parce que la comédie chez WWE, c'est compliqué. Donc bon, le match était pas terrible, mais je suis content pour Nikki Cross, elle a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux sociaux notamment, après son cash. Donc sur le ring, j'aime beaucoup Nikki Cross, et finalement c'est pas déconnant, parce que c'est limite celle qui a accumulé le plus de momentum ces derniers mois à la WWE et à Raw, parce qu'elle a quand même battu Rhea Ripley qui était championne, elle a battu Charlotte Flair, donc techniquement elle mérite d'avoir le titre, quoi, mais j'ai pas trop accroché au personnage, même si j'aime beaucoup la lutteuse, donc on verra dans les prochaines semaines. C'est vrai que niveau momentum dans ce match, c'était assez compliqué. Il y avait elle et il y avait Liv Morgan qui bat tout le monde de toute façon à SmackDown en ce moment. Donc moi j'étais plus enclin à ce que ce soit Liv qui gagne, je pense comme tout le monde, mais bon, ils ont choisi Nikki. Andrew, un petit commentaire à faire sur ce match? Oh, ben, ma foi, je vais rejoindre l'idée de mes deux collègues qui ont parlé. C'était un bon match dans l'ensemble. Je vais juste revenir sur trois petites choses qui m'ont interloqué.
C'est, comme Gus en a parlé, la domination de Natalia et Tamina. C'est pas que la première moitié, hein, c'est vraiment un bon 70% du match qu'elles ont dominé. On a vu qu'elles déglinguer des gens ou même aider des gens à déglinguer. Enfin, c'était très compliqué dans l'ensemble. Vraiment, Tamina et Natalia ont pris l'ascendant et bon, je suis désolé pour Matt, hein, mais voir Tamina prendre l'ascendant de manière caractéristique, alors qu'en face, c'est quand même pas n'importe qui. Je veux dire, il y a Asuka, qui est ancienne championne, Naomi, qui est ancienne championne, Alexa Bliss, qui est ancienne championne. Ça commence à faire beaucoup que Tamina prenne autant de domination d'un coup, autant de momentum. Après, Alexia Bliss, elle a utilisé 2 fois la magie. Pas qu'une fois, comme on disait, 2 fois aussi, parce qu'au début, elle s'est mise en dessous, elle avait juste à claquer des doigts et je pense que la magie tombait dans les mains, mais Asuka est intervenue. Après, elle a contrôlé Zelina Vega. Bon, on savait pas ce que ça allait donner avec du public. Ça n'a pas donné grand-chose, hein, beaucoup de déceptions, à part au début, genre où elle bougeait pas. Ça m'a vraiment interloqué. Moi, je me suis dit, ça se trouve, elle va rester à tout le match et profiter de la fin. Mais en fait, non, pas du tout. Elle s'est fait enfermer sous des chaises, donc enfin, bon, pas beaucoup. Genre, elle soulève beaucoup plus quand elle fait une super en fait sur une catcheuse. Mais là, mon Dieu, c'était la fin des temps, elle pouvait plus jamais se relever. Et la fin, bon, ben, Nicky H s'impose, mais c'était quoi le but? Je crois que tout le monde a commencé à passer des échelles les uns à côté des autres. Vraiment, c'est une ou deux échelles. Là, je veux dire, chaque catcheuse a pris une échelle, elle a commencé à la mettre. Même celles qui étaient toutes à droite, elles savaient qu'elles avaient aucune chance de gagner, mais elles se sont dit, on va placer une échelle. Il y a des choses qui sont pas logiques. Après, Nicky H se débarque de nulle part, en mode, je monte, j'attrape la mallette et je m'en vais. Bon, bah, ça commence à faire plusieurs mois maintenant, on voit que c'est une opportuniste et que dès qu'elle peut sauter sur une occasion, elle le fait sans aucun problème. Là, maintenant, bah, on se rend compte que, voilà, bon, bah, elle est championne d'Euro, un rappel avec la grosse body. Voilà, voilà. Donc, à un moment donné, j'espère qu'ils vont l'emmener quelque part, parce que sinon, c'est quoi? C'est qu'ils leur font perdre le titre contre Rhea Ripley ou une autre catcheuse, ça m'inquiète aussi pour la suite de Nicky H. Et voilà, dans l'ensemble, c'était un match pas mauvais, mais pas excellent non plus. Donc, un match mitigé de mon côté avec des incohérences qui m'ont pas sorti du match, mais un peu perturbé. Les incohérences, le coup des échelles, 3 échelles dans le ring en même temps en dessous de la mallette, il y a que celle du milieu qui peut l'attraper. On l'a vu sur tous les Money in the Bank de l'histoire, je pense, donc c'est pas que sur celui-là, quoi. Mais le truc que je voulais dire, Père, c'est que là, il y en avait pas 3, je crois qu'il y en avait 4. Non, il y en 4 ou avait 5. 3, il y en avait vraiment 3, hein. Il y en avait une à C'était- gauche, une à droite et une au milieu, hein. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Oui, oh oui, large. Je me souviens pas. Oublie. La Faut France ça m'a regarder marqué. oui, mais faut regarder les matchs aussi. Pas évident. Allez, on va laisser les échelles, pour le moment. On reviendra sur, le Money in the Bank match quand on parlera du match masculin. Pour le moment, on va partir, on reste à Raw et on part sur la division, par équipe où les champions par équipe, AJ Styles et Omos s'étaient opposés aux Viking Riders et je pense que sans trop de surprise, c'est, les champions qui sont restés, champions avec encore une fois un Omos, qui prend de plus en plus confiance. Ça commence à faire très peur parce qu'il est très grand et très fort. Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Omos en général et bah, de ce match qui, ma foi, ne va pas rester dans les annales, mais qui était sympathique? La prestation de Moss, j'espère qu'il restera pas trop longtemps dans le ring parce qu'on sent que c'est un peu limité. Voilà, s'il fait quelques apparitions dans les matchs tag comme ça, ça reste bien. Le match était correct sans être fou. C'est qu'un match qu'on aurait pu voir à Raw, je pense, classique, et c'est très bien passé, quoi. Mais j'avoue qu'Omos, je suis un peu réticent parce qu'on voit que ouais, la corpulence fait que sa mobilité est restreinte, mais non, ça c'est normal. Mais du coup, peut-être le voir moins souvent faire des petites apparitions dans les matchs et laisser le gros du travail à Styles. Euh, mais bon, le match était classique, rien de plus à dire sur le match en général. La rivalité, bah, ils auront leur revanche, les Viking Riders, à Raw la semaine prochaine. Pourquoi, ça je sais pas, mais ils l'auront. Et après, j'espère qu'ils partiront sur la rivalité avec RK Bro pour SummerSlam, ça pourrait être sympa, je pense on peut amener quelque chose de bien. Juste, il y a un truc qui me dérange moi, sur ce duo Styles Omos et sur le match, on l'a vu notamment, c'est que c'est AJ Styles le maillon faible de l'équipe. Et c'est, je sais pas, le mettre AJ Styles, qui est quand même l'un des meilleurs catcheurs du monde, maillon faible, bon, ça me dérange un petit peu, j'aimerais bien le voir vraiment plus briller et pas juste encaisser et donner le tag à Omos, enfin le hot tag à Omos qui fait tout le taf. J'aimerais vraiment voir un Styles combattant et je pense que si on lance la rivalité avec RK Bro, si on peut avoir des
des petits matchs, le match tag avec Styles face à Riddle, ça peut donner des échanges sympas, et pas juste Styles qui se fait démonter pour ensuite faire le tag à Omos. Donc on verra, mais le match était classique. Je comprends la frustration, mais en même temps, si Styles commence à faire du Styles, il n'y a plus de match, quoi. Donc il faut bien qu'il prenne des coups. Et vu qu'Omos est quand même sacrément, je dirais, protégé, il faut que ce soit Styles qui prenne les coups, malheureusement. Mais ouais, je comprends ton point de vue, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Andrew, toi, un petit commentaire sur le match par équipe de Raw. Honnêtement, c'était un bon match, hein. C'est vrai, comme le disait Nathan, que Omos Reigns, c'est vrai que c'est compliqué, mais après, bon, les Viking Riders, c'est quand même des bons catcheurs. Styles, que dire de Styles qui sublime vraiment, il porte son l'équipe, c'est vraiment que lui, hein. Le in-ring, après, c'est vrai que charismatiquement parlant, Omos joue beaucoup, mais in-ring, c'est vraiment Styles qui porte totalement l'équipe. Mais comme tu le disais, c'est vrai que il est grand, il est fort, il est Vince McMahon. Est-ce qu'à un moment donné, Vince va pas péter une durite et se dire, si on faisait séparer les deux, qu'on envoie Styles vers un mid-card et d'un coup il pète complètement les plombs et qu'ils mettent Omos en solitaire, genre vraiment à détruire des jobbers ou à détruire des gens comme ça qui me fait le plus peur parce que soit il laisse l'équipe, mais ça veut dire qu'on voit plus de Styles tout seul jouer pour un titre auto caisse, ou alors on retire l'équipe, mais ça veut dire qu'on voit Omos aussi in-ring seul, et le Omos in-ring solo, je le vois très mal, hein. Honnêtement, je le vois pas bien du tout. Le match était plus que correct, hein, on a vu des beaux moves, même la prise de finition n'a pas suffi au match finalisant pour gagner. Omos, à la fin, a montré que c'est pas un kick, un coup de genou dans le menton qui va lui faire perdre l'équilibre et qui va lui faire perdre le match. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont construire. Et puis maintenant, hâte de voir les RK Bro venir chercher les titres parce qu'il y en a besoin aussi. Parce que ça fait du bien aussi à la division féminine. Pardon, il a fait la division tag team de changer de champion. C'est vrai que là, on commence un peu à tourner en rond, à toujours les mêmes scénarios et toujours les mêmes problèmes. On verra bien la suite de la rivalité autour des titres par équipe de Raw. Auguste, un petit commentaire sur ce match? Oui, alors moi, ce match m'a pas du tout, comment dire, il m'a pas fait vibrer. Enfin, pour moi, c'était assez osef. Enfin, franchement, on a pu avoir le même à Raw et un plus court. J'aurais pas dit non. Un résultat logique. C'est dommage pour les Viking Raiders parce que je trouve qu'ils font une meilleure équipe que AJ Styles et Omos parce que j'adore AJ Styles, j'ai rien contre Omos, mais bon, Omos dans le ring c'est quand même pas, pas ouf. Hein. On sent mais qu'il est pas encore à l'aise dans son corps et dans le ring. Et pour mettre les coups, il a pas une palette de coups ultra variée non plus. Mais ça se travaille. Donc, une victoire assez logique. Et par contre, je suis comme vous, mais j'aimerais bien voir les Arcabro dans la course au titre. Je vous trouve assez salaud avec Omos. Alors oui, c'est pas le meilleur catcheur du monde, mais moi je trouve qu'il bouge plutôt bien pour un mec de sa taille. Clairement, je le trouve pas. Là, de la manière dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est le Great Khali. Calmez-vous quand même. C'est un peu au-dessus. Sans Oui, déconner. mais Oh, c'est pas non oh. plus. C'est mieux que le plus Kali, ouf. mais c'est pas transcendant non plus. Oui, bah, Même d'accord, mais si, le gars fait 2,21 m. Évidemment que c'est pas transcendant, oui, les gars. Il est énorme. je Il dis va pas pas le faire des contraire, mais à un moment springboards, hein. donné, Ça me oui, paraît mais évident. enfin, c'est pas intéressant à regarder. Il est grand, il est lourd, mais moi j'aime bien Omos, voilà. S'il Mais reste moi, j'aime champion bien par son équipe, ça me personnage, dérange pas. Je mais préfère que c'est Omos reste lent. champion par équipe que RK Bro, parce que je supporte pas cette équipe avec Riddle là. Il nous gâche Rangerton, c'est terrible, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu Rangerton. On peut plus. Voilà, c'est dit. Enchaînement sur RK Bro, on enchaîne. On reste à Raw, du coup, pour parler du titre majeur. Match pour le championnat de la WWE entre le champion Bobby Lashley et Kofi Kingston.
et je pense que, on est tous d'accord là-dessus, ce match nous a bien surpris dans le mauvais sens pour moi, parce que c'était à mon sens pas un match de championnat, c'était un squash. Kofi Kingston s'est fait écraser comme une vulgaire mouche par, Bobby Lashley et je trouve ça très dommage. Andrew, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu as apprécié toi ce match? Là, pour le coup, je vais te prendre à contre-pied vraiment parce que encore le squash, oui, il m'a surpris, mais moi dans le bon sens, honnêtement, parce que c'était plus, voilà, mettre Lashley over fort, parce que quand on voit ce qui est arrivé à Raw le jour d'après, avec l'arrivée de Goldberg, fallait mieux un Bobby Lashley fort, et honnêtement, de vous à moi, personne ne croyait en la victoire de Kofi. À un moment donné, oui, il y a eu la petite dissension avec MVP, peut-être que, mais non, c'était déjà, tout était écrit. Et non, le squash a vraiment permis de mettre Bobby Lashley vraiment over, genre sans possibilité de se faire avoir ou quoi ou qu'est-ce. Maintenant, il va falloir vraiment une grosse tête pour aller le chercher. Que ça va pas être le premier venu ou quoi ou qu'est-ce. Ouais, c'est tout bête. Mais si par exemple Biggie aurait été un Raw, je ne voyais pas Biggie encaisser la manette sur Lashley, à part si Lashley était déjà au sol depuis un long moment. Donc voilà, maintenant, moi, ça, je suis content du résultat, même si j'aurais préféré un autre match, honnêtement, parce que le pauvre Kofi, bon, ben, c'est triste pour lui, hein. On passe il y a 2 ans à Kofi Mania à un squash en pay-per-view, bon, c'est compliqué. Mais ça m'a pas plus choqué que ça, où on voyait vraiment dans le dernier Raw avant Money in the Bank que Lashley était énervé et déterminé. Donc si après on arrivait avec un Lashley fébrile, où Kofi aurait dominé un peu le match, ça aurait été bizarre que là, Lashley, à la Raw, il était déterminé, à Money in the Bank, il a montré à quel point il pouvait faire mal, et quand il était déterminé et énervé, à quel point il pouvait être dangereux. Un peu à la manière d'un Roman Reigns, mais c'est différent. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas les mêmes personnages, mais vraiment, un Lashley énervé peut faire peur et peut faire mal. Ouais, bah, moi ça m'a pas plu du tout parce que il y aurait eu moyen de faire en sorte que Bobby Lashley soit fort, sans enfoncer à ce point Kofi qu'il a, mais en fait, il faut plus qu'il soit à Raw pendant au moins 2 mois là. Même pendant 2 ans et demi, il faut plus qu'il monte sa tête. Il s'est fait enfoncer, c'est terrible et comme tu l'as dit, il y a Goldberg qui est arrivé et on sait tous qu'à SummerSlam, Goldberg va devenir champion de la WWE et on va oublier Lashley très vite. Donc bon, Auguste, est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi au niveau de ce match ou pas? Non, moi je, je suis comme Andrew. Ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça logique. Au dernier segment de Raw, après Money in the Bank, Lashley avait dit à MVP, on retourne dans les affaires, on retourne au business. Et bah, il a parlé, il a agi, et puis Kofi, au revoir, quoi. Enfin, et puis, je veux dire, ça m'a pas plus choqué. Enfin, à chaque fois, enfin, dans les dernières années, à chaque fois que Kofi Kingston est contre une boule de, de muscles, il s'est toujours fait squash. Quand il passe son titre VE contre Lesnar, il se fait squash en 7 secondes. Bon, là, ça durait 7 minutes, ils ont été un petit peu plus gentils, mais il s'est quand même fait squash. Donc, et puis, Kofi, il sera de retour dans les prochains Raw, et puis ça va bien se passer. Alors, soit il retourne dans la division tag avec Xavier Woods, ou soit il le laisse en solo dans la mid-card, mais ça m'a pas choqué. Enfin, pour moi, ça n'enterre pas Kofi, ça élève plutôt Bobby, et du coup, mais ça le place en tant qu'adversaire crédible contre Goldberg, bien que j'ai très peur de ce match, et j'en ai marre que à chaque fois, mes claveux est en panne d'inspi, il appelle Goldberg, il arrive, il dit je veux un match, et il a le match alors qu'il fait rien de son année. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais non, moi ça m'a pas plus frustré que ça. Victoire logique de Bobby Lashley, et puis j'espère qu'il sera encore champion après SummerSlam.
Je dis pas que la victoire de Bobby Lashley était logique, loin de là. Pour moi, il y avait pas trop de discussion. Au final, je savais qu'il allait gagner, mais c'est la manière qui me gêne. Il y avait un autre moyen de faire en sorte que Bobby Lashley soit fort. Voilà, c'est tout ce que je dis. Nathan, est-ce que tu vas rejoindre les deux autres ou est-ce que tu vas être d'accord avec moi? Moi, je trouve le choix logique de faire squash Kingston par Lashley parce qu'on savait depuis 2 semaines que Goldberg allait revenir, donc il fallait ramener Goldberg, donc il fallait présenter un Lashley très très fort pour affronter Bill Goldberg. Le match, j'ai un peu rien à dire dessus. Il y a 35 minutes de Kofi Kingston, 35 secondes de Kofi Kingston et 7 minutes de Bobby Lashley, quoi. Donc, j'ai rien à dire dessus. S'ils avaient pu prendre 10 minutes de plus et enlever 10 minutes au main event, j'aurais pas dit non. Mais voilà, il fallait squash, il fallait montrer que Lashley était très fort pour amener Goldberg. Voilà, maintenant on va se diriger vers le programme avec Goldberg. J'ai très très peur de ce programme. On verra ce que ça donne, mais voilà, le match en soi, j'ai rien de plus à ajouter. T'as bien raison, il n'y avait pas grand-chose à dire de toute façon dessus. On va passer à un match plus long. On reste du côté de Raw. On part cette fois-ci sur la division féminine. La championne Rhea Ripley défendait son titre contre Charlotte Flair et au grand malheur, Charlotte Flair nous a encore une fois battu Rhea Ripley pour un titre. Visiblement, Charlotte Flair ne veut pas laisser de spotlight à l'Australienne. On rappelle que à WrestleMania 35, si je dis pas de bêtises, non, 36. 36. 36. Charlotte Flair avait déjà battu Rhea Ripley pour le titre de NXT. Bah, cette fois-ci, c'est pour le titre de Raw. Alors, comme on l'a dit plus tôt, Charlotte Flair n'est déjà plus championne, mais dimanche soir, on est allé se coucher avec Charlotte Flair championne, encore une fois pour la 14e fois, je crois, ce qui est beaucoup trop, mais le débat n'est même pas là. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, le match était bon, mais voilà. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah, pour moi, le match, il était pas bon, il était phénoménal. Enfin, j'ai adoré le match. Bon, franchement, je trouve mais que les deux étaient à leur meilleur niveau en même temps, ce qui est grave cool. J'ai adoré au début du match quand Charlotte a fait un dos d'honneur aux fans qui scandaient We Want Becky. Et passer de We Want Becky à This is Awesome, enfin de faire que le public te eut au départ et t'acclame à l'arrivée, c'est pas donné à tous. Et donc vraiment gros match de Charlotte Flair, mais de toute façon, moi et comme beaucoup, ça m'énerve qu'elle soit tout le temps dans le main event, qu'elle soit tout le temps avec une ceinture, même si là ça fait quand même un petit moment où elle n'avait pas eu une ceinture en solo. Mais ça m'énerve qu'elle soit toujours dans la lumière. Mais depuis qu'elle est dans le main roster, je lui reconnais un talent in-ring franchement exceptionnel. Et elle le prouve encore, elle a encore prouvé dimanche. Rhea Ripley a encore fait un énorme match. Et donc, au moment où Charlotte remporte le match, j'étais même pas en colère. Enfin, pour moi, c'était logique. Charlotte avait tout mon respect vu le match. Et bon, après, elle a encore un règne de un jour. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais sur le moment, mais j'étais pas content parce que j'aurais préféré que pour un match d'une telle ampleur, ça soit Ripley qui en sorte grandi. Mais j'étais pas non plus frustré parce que bah, le match était exceptionnel et sur le match, Charlotte méritait le titre. Donc moi, j'ai eu ce que je voulais, un énorme match et je suis très content avec ça. Moi, j'ai été déçu par ce résultat. Charlotte Flair, comme je l'ai dit en lancement, est 14 fois championne féminine. C'est ridicule tellement c'est trop. 14. Trish Stratus, qui était avant ça la plus titrée, je crois, si je dis pas de bêtises, était à 7 ou 8. Mais là, 14, c'est beaucoup trop, surtout dans la division féminine actuelle où il y a beaucoup de talent. Il y a d'autres choses que foutre Charlotte championne. Encore une fois, il lui donne un règne pour lui faire les chiffres, pour qu'elle aille chercher les 16 de son père, parce qu'au final, 24 heures après, elle le perd.
c'est ridicule et ça m'emmerde énormément, sachant que, encore une fois, Charlotte Flair prive de spotlight une jeune femme comme Rhea Ripley qui aurait pu profiter d'un match comme ça, pour, exploser encore plus et c'est pour ça que je peux pas, considérer Charlotte comme une grande catcheuse féminine. C'est parce qu'elle ne pense qu'à elle. Je vais pas donner d'exemple, parce que j'en ai un très bien d'exemple pour contredire, la théorie Charlotte, mais on va me dire que je parle trop d'elle, donc je vais pas le dire. Mais voilà, déçu par le fait que Charlotte pense qu'à elle. Voilà, elle est, beaucoup trop égoïste et c'est rageant pour les autres. Nathan, on va se reconcentrer sur le match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah le match, je pense, c'est le match de la soirée hein, avec le Money in the Bank masculin. Les deux sont extraordinaires. Charlotte Flair a encore prouvé que c'était malheureusement la meilleure catcheuse du monde. J'ai envie de dire malheureusement parce que dans les Non, weekly, c'est compliqué. Non, qui est au-dessus? vraiment? Tu me poses vraiment cette Je question? sais très bien qui tu vas répondre. Bah, alors on enchaîne, hein. Si tu sais ce que je vais répondre, les autres savent. On enchaîne. Je pense qu'elle a des cheveux bleus, mais non, mais Bien vu. sur le match, ils commencent le match avec des Becky, ils finissent avec des This is Awesome. Charlotte Flair a fait fermer des bouches pendant ce match-là. Et c'est frustrant parce qu'en weekly, bah, c'est chiant, Charlotte Flair. Elle est bonne au micro, mais ses promos sont horribles. Alors que dans le ring, bah, sur les pay-per-view, c'est excellent, quoi. En pay-per-view, Charlotte Flair est incroyable, j'ai envie de la voir que dans les pay-per-view, Charlotte Flair, en fait. Dans les weekly, c'est long, c'est pas intéressant, quoi. Et je suis quand même content que Rhea Ripley perde le titre. Parce que le règne de Rhea Ripley, je l'ai trouvé vraiment compliqué pour elle. J'espère qu'elle pourra repartir sur de bonnes bases parce qu'elle livre son meilleur match dans le roster principal. Elle montre que c'est l'une des meilleures catcheuses en devenir. Et voilà, j'espère qu'ils vont lui redonner du momentum parce que lui donner tout de suite la ceinture une fois qu'elle est arrivée dans le roster, son règne n'était pas top, je sais pas si ça lui a servi. Mais voilà, Charlotte Flair, on sait très bien qu'il faut atteindre les 16 titres de son père. Une fois qu'elle aura atteint les 16 titres, est-ce qu'elle va en donner plus aux autres? Je sais pas, on verra bien. Et voilà, Non. sur le match, il n'y a rien à dire. Il est parfait, le natural sélection de la troisième corde, le focus sur le genou, tout ça, c'est du grand catch et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de match. C'est exactement pour ça que je peux pas dire que Charlotte Flair est la meilleure catcheuse du monde, c'est parce qu'on veut la voir qu'en pay-per-view et encore moi, si on la voit pas en pay-per-view, je ne veux pas en faire une maladie alors que celle à qui je pense, si on la voit en weekly, bah, que ce soit en weekly, en live show, à NXT, n'importe où, en fait, elle va faire un truc 48 étoiles et j'exagère pas, Encore j'exagère pas, faut-il 5 étoiles. faut-il qu'on qu'on la voit parce que là, faire Elle arrive. faire un seul semestre par an, c'est pas non plus énorme. Ah oui, mais c'est ça le problème quand tu es une star, c'est que tu as beaucoup de choses à faire, tu peux pas trop te focus sur le ring. Voilà. Surtout que tout le monde veut l'avoir. Actuellement, c'était pas mon cas, par exemple. Oui, mais toi, tu es bizarre. Je te rappelle que tu es belge. Andrew, justement, tiens, ouvre ta bouche, vas-y, parle-nous de ce match au lieu de dire des âneries, là. Honnêtement, c'était un très bon match, on va pas se mentir. Avec le Money in the Bank, comme disait Nathan, avec le Money in the Bank masculin, c'était les matchs de la soirée. Mais le problème revient toujours au même. Je ne peux plus voir un match de Charlotte Flair dans un pay-per-view sans me dire qu'elle ne va remporter le titre. Et ça commence à m'exaspérer au plus haut point. Charlotte Flair, déjà avec son personnage, que ce soit en heel ou en face, j'ai du mal. Elle m'insupporte. C'est-à-dire que j'ai pas envie de l'entendre parler, j'ai pas, surtout en weekly, j'ai pas envie de l'avoir parlé et encore moins catché. Comme disait Nathan, je suis pas, pour l'instant, avec Nathan, je suis entièrement d'accord. On a envie de l'avoir qu'en pay-per-view, pas ailleurs. Personne en weekly, genre, elle parle, c'est pas intéressant, elle répète tout le temps la même chose. Ça se voit qu'en weekly, elle se donne pas à fond au niveau de son catch, que vraiment, dans le pay-per-view, oui, elle catch très bien, elle fait des choses géniales. Le match était, comme d'habitude, magnifique à regarder, mais c'est toujours la même fin. Là, je reviens sur un point où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne laisse pas de place pour quelqu'un d'autre. Et dans la division féminine, que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est tout le temps les mêmes têtes qu'on met en avant. Et c'est bête à dire, hein. Moi qui suis le premier fan de Becky Lynch. Si Becky revient directement, elle a un match contre je ne sais qui et paf, elle gagne le titre, ça va me gonfler parce que
on met personne d'autre en avant. Ça fait des années qu'on tourne en rond avec des Charlotte, Becky. Il y a des fois où ils font une surprise, Naomi, Carmella, et puis d'un coup, paf, on repasse Charlotte, Sacha, Bailey. On a compris, les For Women, on a compris. Mais à un moment donné, faut laisser la chance aux jeunes catcheuses. À un moment donné, je vois, par exemple, c'est tout bête, mais c'est la première qui me vient en tête, Liv Morgan, qui, qui a vraiment du potentiel, qui a vraiment cravaché son entraînement pour être à un meilleur niveau pour pouvoir potentiellement faire des PPV, enfin des pay-per-view, pardon, et vraiment être investi. Si à chaque fois on en revient à la même conclusion, là c'est pareil, Nikki H est championne, oui, mais ça va quoi, durer un mois? Grand maximum, et encore si c'est pas avant. Voilà, maintenant, à voir ce que ça va donner, mais à un moment donné, peut-être changer les têtes, peut-être se dire que un refondement, vraiment changer les championnes d'un coup, bousculer les hiérarchies, ça ferait peut-être du bien et ça ferait surtout redescendre certaines catcheuses dans l'étage. Je veux dire, à un moment donné, Charlotte Flair, elle sera au-dessus de tout. Et on faut arrêter de croire qu'au 16e titre, elle va commencer à laisser de la place. Elle laissera pas de place, d'accord? La WWE, on retient une chose, c'est la fille de Ric Flair. C'est tout. C'est comme si Shawn Michaels aurait une fille à la WWE, si l'Undertaker aurait une fille. C'est tout bête, hein, mais j'allais dire une fille à papa ou un fils à papa, mais Cody Rhodes, ça marche pas. Mais par exemple, en vrai, c'était un fils de catcheur vraiment, on va dire, Hall of Fame, mais vraiment tout le monde connaît, que même si ça n'a pas le tâchonnaise, malheureusement, c'est pas le cas de Cody Rhodes, mais je veux dire Shawn Michaels, John Cena, l'Undertaker, quand ils auront des enfants, ça va faire pareil. Et c'est peut-être ça qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné, s'il faut que tout le monde soit fils de pour être en tête d'affiche, ça va être long et chiant pour tout le monde. Et malheureusement, si Charles Flair n'est pas la fille de Ric Flair, je peux vous assurer que c'est pas la même carrière. Pour finir le dossier Charlotte Flair, je vais vous ramener à WrestleMania, je dirais 34, quand Asuka arrive en tant que challenge. C'est 34, hein? Non, j'ai un doute. Charlotte Flair, Asuka. C'est ça, quand 34, Style 34. Okada 34. Nakamura, ouais, c'est ça. Charlotte Flair, Asuka. Asuka arrive invincible, elle vient de gagner le Royal Rumble, elle n'a pas encore perdu. Elle affronte Charlotte Flair, elle perd. Bon, très bien. Et je vais faire le comparo avec, je vais pas vous ramener très loin, WrestleMania 36, 37, WrestleMania 37. Bianca Belair arrive, chaude comme la braise, elle vient de gagner le Rumble, elle gagne tout sur son passage. Sacha Banks en face, excellent match, elle gagne, elle est sur la lune. Voilà pourquoi Sacha Banks est la meilleure catcheuse féminine de l'histoire. Tout simplement. Après, faut pas oublier aussi le match pour le championnat NXT où Rhea Ripley, elle l'a gagné il y a pas si longtemps que ça, et Charlotte arrivait de ses grands sabots et fait, Oui, en mais fait, ton fils, je mais veux. c'est tout pareil, c'est tout pareil, c'est tout C'est pareil. insupportable, c'est insupportable. Je peux prendre l'exemple de Sacha pour NXT aussi, où elle a essayé la place à Bailey tout de suite. Ah oui, non, non, mais je suis Je- d'accord. Sacha, ben oui, mais parce que Sacha, c'est pas une fille d'eux, tu vois ce que je veux dire. Ça Mais revient au même. même, c'est juste qu'elle est intelligente, Sacha Banks, et ça aide. Bref, on passe. On ferme le dossier Charlotte Flair, parce que sinon, on va passer encore 20 minutes dessus, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, parce qu'il nous reste 3 matchs, 2 matchs à parler, et un segment à la fin, bien sûr. On part à SmackDown, où tout est mieux, bien sûr, que à Raw. Et on part sur le Money in the Bank masculin, qui opposait Big E, Drew McIntyre, Seth Rollins, John Morrison, Ricochet, Riddle, Owens et Nakamura. Et c'est Big E qui a remporté la mallette Money in the Bank. Je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que on est très content de voir Big E. Quand on a vu Big E décrocher la mallette, moi j'étais très content et j'y croyais pas trop. Je pensais pas qu'ils allaient le faire gagner. On a un Mister Money in the Bank, Big E. Très content pour lui. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match en Bah, général et du résultat, bien sûr? pour moi, c'est le match de la soirée. Enfin, pour moi, il surpasse le Rhea Ripley Charlotte de par son résultat. Moi, de toute façon, j'étais assez ouvert. À part Drew McIntyre, n'importe qui m'aurait plu. Donc j'étais pas trop dur avec ce match. Ouais, chouette match avec plein de spots. Toutes les échelles ont été utilisées à bon escient. Ricochet, il a beaucoup pris, mais à chaque fois, mais qu'il faisait un saut, c'était lunaire. Owens a encore pris des bunks pour le business assez violent. John Morrison a, a, a volé la vedette. Euh, et franchement, tout était cool sur ce match.
même quand Drew McIntyre a son moment fort, j'ai adoré le double Claymore qui fait après, mais ça m'aurait vraiment vénère qu'il le remporte la mallette. Heureusement, on peut compter sur Jinder Mahal et ses sbires pour nous sauver. Et du coup, ça fait du bien, mais que Drew McIntyre redescende en mid-card contre Jinder Mahal. Ça va laisser le main event un peu plus libre, un peu plus neuf. Mais sinon, le match est super cool. Biggie en Mr. Money in the Bank, c'est un très bon choix parce que bon, ça confirme ce qu'on savait déjà. Il y a un projet autour de Biggie. Juste petite pensée à Kofi Kingston, son pote, qui en 7000 participations, il n'a jamais gagné. Biggie, une participation, il gagne ses droits et ses carrés. Donc content pour lui. Et puis, alors, par contre, pour le moment, faire un cash sur Roman Reigns, ça va être dur parce que vu comment le mec il est over et comment il est construit très très fort, ça va être dur de lui prendre, mais bon, sait-on jamais si ça se met SummerSlam, s'il y a le pouce au bout, que Edge s'ajoute ou qu'il y a une ouverture, il pourra peut-être, mais pour le moment, aller chercher Roman Reigns, ça va être dur. Mais je suis content que ce soit Biggie qui ait la manette. Ça se fait, hein. Moi, je pense qu'ils peuvent trouver un moyen de faire en sorte que Biggie cache sur Roman Reigns. Est-ce qu'ils vont le faire gagner ou pas? Ça, c'est une autre histoire. On verra bien dans les prochaines semaines. J'espère qu'on verra pas ce soir parce que ce serait un peu court. Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de Biggie qui devient Monsieur Money in the Bank? Le match était excellent. Pareil, hein, il concurrence sur Hotfair et RP pour être le match de la soirée. C'est le meilleur Money in the Bank ladder match que j'ai vu depuis un paquet de temps, je pense. J'ai pas le souvenir d'un aussi bon match depuis un paquet d'années. C'est sûr qu'au moins il est meilleur que celui de l'année dernière, mais bon, celui de l'année dernière était spécial. Il y avait des super spots, on savait que Ricochet et Kevin Owens étaient là pour prendre des bumps. Ils ont fait le travail, Ricochet au bout d'une minute, il nous claque un saut depuis au-dessus de la 3ème corde magnifique. Kevin Owens il prend un giga bump sur la fin avec l'échelle, c'était magnifique. J'ai adoré l'alliance entre John Morrison et Seth Rollins. J'ai vraiment beaucoup aimé leur travail à deux. Morrison était vraiment over. Il y a vraiment un truc, il faut vraiment faire un truc avec John Morrison. Il faut vraiment lui donner quelque chose parce que il est exceptionnel sur un ring. Les gens l'adorent, il a une pop incroyable. Donc, faudrait vraiment au moins le titre US ou quelque chose comme ça à Morrison, ça serait sympa. Voilà, Ricochet a un spot avec Riddle où ils volent le show. Mais voilà, Biggie, c'est peut-être celui qui a le moins brillé dans ce match, mais qui remporte, c'est souvent comme ça de toute façon. Mais je suis très très content pour Biggie parce qu'il a tout, il a le physique, il a la qualité dans le ring, il a la gueule, il a le micro, il a tout. Donc faut y aller. Maintenant pour le cash, je pense qu'il cachera pas avant SummerSlam parce que je pense qu'ils veulent amener le Reigns Cena avant quand même, ils veulent le faire avec le titre. Donc voilà, le public a pas trop pop au niveau Biggie quand il est rentré. Par contre, quand il a décroché la mallette, très très bonne pop. Donc voilà, faut y aller avec Biggie, il est excellent et le match était très très bon. Ouais, on est tous d'accord là-dessus. C'est vrai que le pop du public, quand Biggie a décroché la mallette, je pense qu'ils étaient comme nous, qui s'y attendaient pas. Je pense qu'ils s'attendaient plus à un heel, parce que c'est vrai que le Money in the Bank, enfin la mallette Money in the Bank est plus normalement un accessoire, j'allais dire, de heel, et là c'est deux face qui l'ont emporté, donc Nikki ne l'a plus, mais on va voir comment ils vont faire ça avec Biggie. Andrew, quelque chose à rajouter sur ce merveilleux match de l'échelle? Oh, ben, un magnifique match, hein. Comme moi je te disais, les deux matchs de la soirée se sont enchaînés, donc pour moi il n'y avait pas 42 000 solutions. Très content pour Biggie, hein, qui n'empêche que je suis très très heureux pour lui, mais le problème c'est que Roman Reigns, c'est maintenant caché sur Roman Reigns, comme c'est pareil pour la fille, hein. S'il est pas KO, qu'il veut le battre comment? Il y aura forcément une magouille ou quelque chose du genre. On l'a vu avec Edge, on l'a vu avec tous les adversaires de Roman Reigns, malheureusement, je crois Kevin Owens, Edge.
Donc maintenant, pour aller cash-in, peut-être attendre que Reigns perd le titre et cash-in plus tard. Donc peut-être qu'il va garder la mallette un long moment, hein. Comme l'a fait Rollins quand il a gagné sa mallette. Comme l'a fait Edge aussi lors de sa première, lors de New Evolution. Ça faisait déjà un moment qu'il l'avait. Donc maintenant, à voir ce que ça peut donner. Le match était génial, hein. Que ce soit vraiment... Je veux pas qu'on donne de titre à Ricochet, je veux pas t'en mettre dans le main event. Juste qu'on lui laisse du temps à la télé pour s'exprimer vraiment, que ce soit Ricochet ou Morrison. Malheureusement, Morrison, ça va être plus compliqué. Il est en équipe avec le Miz. Et ben, le temps qu'on leur a pas enlevé du Miz, techniquement parlant, Morrison va pas pouvoir jouer grand-chose, hein, même pas le titre US ou US. Hein. Pourtant, j'aurais adoré de voir un match pour un titre comme le titre US intercontinental avec Morrison dedans. Hein. Mais le temps qu'il sera avec lui, ça risque d'être compliqué. Mais déjà, on le voit plus souvent à l'écran. Mais vraiment donner du temps à Ricochet, à Morrison, à tous ces petits outsiders, pardon, qui ont besoin de temps et qui le méritent. Parce que encore une fois, vraiment, Ricochet, quel crack, tout simplement, quel crack. Owens, pareil, fidèle à lui-même, qui sait catcher, qui sait prendre les bumps. Moi, de toute façon, comme je vous avais dit, hein, je voyais Riddle gagner, que ce soit Riddle, Rollins ou Owens gagner la mallette, j'étais très heureux. Que ce soit Biggie, je suis très heureux aussi. Attends, je ne voyais pas gagner. Mais maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire avec la mallette. C'est ce qui va être le plus intéressant à suivre. Est-ce que on va le voir toutes les semaines en train de dire je suis pas loin, je suis à côté, et c'est ça qui me fait peur, ou alors vraiment ils vont le laisser tranquillement, pas trop parler de la mallette, et d'un coup, on s'y attend vraiment pas avoir de la Chine, et on n'en parle plus. C'est ce qu'on va voir, c'est toute l'interrogation qui va entourer Biggie pendant ces prochaines semaines. Du moins, on l'espère qu'il va pas cash in dès ce soir. Ça nous emmerderait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va passer au main event de cette soirée. On reste du côté de SmackDown. Je vois que depuis le début, vous parlez grave mal de ce match. Moi, j'ai bien beaucoup aimé. Roman Reigns défendait son titre universel contre Edge dans le match 1 contre 1 que Edge n'avait pas eu suite à sa victoire au Royal Rumble. Et bien, comme prévu, c'est Roman Reigns qui a conservé son titre, encore une fois, de manière un peu floue, mais pour moi, c'est excellent, encore une fois. Pour vous raconter le côté un petit peu flou très rapidement, l'arbitre s'est fait KO par Edge qui a pris un Superman Punch, donc l'arbitre était au sol. Edge en a profité pour faire son fameux crossface avec ce pied de chaise. Rollins est arrivé pour lui mettre un bon gros super kick. Edge ensuite a récupéré l'avantage, a voulu tenter un spear. Rollins est revenu pour perturber Edge. Rollins a pris un bon gros coup de pied dans la gueule. Mais ça a permis à Roman Reigns de placer son spear à Edge pour le compte de 3. Toujours champion universel, donc Roman Reigns. Et je vais donner la parole à Nathan sur ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été déçu par ce main event, j'avoue que la rivalité était excellente, j'ai énormément aimé la rivalité entre Edge et Reigns à SmackDown, les segments, etc. C'était vraiment très très cool. Et je comprends pourquoi ils avaient ajouté Bryan au match à Mania, parce que bah, là on l'a vu, 33 minutes de match, c'est long. C'était long. Ils en ont bien profité sur les entrées avec Roman Reigns qui fait bien huer, Edge qui a une énorme pop. Le match a mis 7 minutes à commencer avant qu'on ait une clé de bras, avant qu'on ait un truc. Ils se sont regardés, ils ont bien profité. C'était un peu dans Ortonesque en fait. C'était vraiment un match à la Randy Orton, c'est-à-dire très lent, très méthodique. Je suis pas contre, mais 33 minutes, j'ai trouvé ça très très long. Roman Reigns a dominé la première partie du match. Derrière, ils se mettent KO par un double coup de pied avec Edge pour mettre les deux au sol. Reigns, il reste KO comme s'il avait pris 8 spears et 3 coups de poing, mais il a pris que juste un petit coup de pied, donc c'est un peu... Voilà, le ref bump, je l'ai pas trouvé dingue parce que Charles Robinson, il se blesse au genou, on dirait qu'il est mort, il reste 15 minutes au sol. S'il avait pris un coup à la tête, je dis pas, mais là c'est dans la jambe, donc les ref bumps dans la jambe, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Je sais pas, j'ai eu un peu de mal. Après, ils ont mis 4 minutes à faire venir un nouvel arbitre. On a eu le temps d'amener toute la planète. Hein. Il y a eu les soigneurs pour l'arbitre, les Usos, les Mysterio, Rollins qui est intervenu avant qu'ils nous ramènent un nouvel arbitre. On savait que les Usos et Mysterio allaient intervenir. Rollins avait même spoilé son intervention lors de son interview juste après le Money in the Bank en disant que maintenant c'est bon, ça allait changer, qu'il va changer ses plans. Il y avait un peu trop d'overbooking sur la fin, j'ai trouvé. Rollins y intervient 2 fois.
je sais pas si c'était nécessaire de le faire intervenir 2 fois. Après, il y a une spear d'Edge, il y a le compte de 2, puis en fait, il n'y a pas d'arbitre, du coup, on fait venir un arbitre. Et avant ça, il a fait son crossface pendant 10 minutes. C'était un peu long. Voilà, le victoire de Reigns, logique, mais ouais, je n'ai pas trop apprécié le match, j'ai trouvé très très long et avec un peu trop d'overbooking sur la fin, quoi. Petit détail que j'ai adoré dans cette phase juste après le spear de Edge où il n'y a pas d'arbitre. Edge fait le tomber comme d'habitude, et là on a l'habitude que les catcheurs restent au sol jusqu'à ce que l'arbitre arrive. Et là la foule a commencé à compter 1-2 et Reigns s'est dégagé au compte de 2 de la foule avant de remettre les épaules au sol pour que l'arbitre arrive et prendre le compte de 2. Et j'ai trouvé ça. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si Reigns était fatigué et du coup il a cru qu'il y avait l'arbitre, il fallait qu'il se dégage, ou si c'est pour dire non, non, tu gagnes pas en fait. Mais j'ai trouvé ce petit détail assez fou, ça m'a fait bien rigoler en tout cas, et j'ai trouvé. C'est des petits détails qui font que Roman Reigns est excellent en ce moment. Andrew, qu'est-ce que tu as pensé toi du match dans sa globalité? Dans sa globalité, c'était long, mais long. J'ai toujours l'habitude devant les main events d'être boosté ou trop taqué, et vraiment là, je vais pas mentir, hein, ça commence à tirer. Honnêtement, j'ai peut-être loupé 5 minutes du match parce que j'ai fermé les yeux un peu trop longtemps. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Reigns a gagné. Comme t'as fait le résumé du match, Jonathan en a parlé. C'est à peu près le même scénario à chaque fois. Il y a intervention qui fait perdre le challenger de Roman Reigns. Du coup, Roman Reigns gagne. Vraiment, peut-être à un moment donné, donner une victoire claire, nette et précise comme ils ont fait avec Lashley. Pour, voilà, dire que j'ai pas besoin de triche pour gagner. Je peux gagner tout seul. Et il y a toujours une intervention. Je parle pas spécialement de triche parce que vraiment, Rollins, c'est pas dans le clan de Reigns, mais vraiment une victoire solide, simple, où vraiment, voilà, là, j'ai gagné, j'ai eu besoin de personne, je l'ai battu à la loyale. Reigns a déjà gagné seul, hein, sans intervention. Dans un pay-per-view, en main event. Mmh. Je crois qu'il a gagné tout seul contre Cesaro. Hein. Oui. Voilà. Contre Cesaro, il gagne Contre seul. Cesaro, Contre il a gagné Bryan, seul. Oui, mais attendez, Bryan, attendez. On parle de Cesaro, on parle pas de, je veux dire, Kofi, tu vois, il a été C'est une champion. défense de Cesaro n'a titre, jamais. t'es marrant toi. Bah, c'est une défense de Oui, titre dans un pay-per-view en main oui, event. une défense de Arrête titre, de hein, rajouter des règles. T'as eu faux, t'as eu c'est pas faux. des raids, mais il a pas le charisme non plus. Enfin, il a le charisme, mais il a pas le palmarès, c'est ça que je voulais dire. Il a pas le palmarès non plus. Je veux dire, contre des ex-champions ou des gros noms, s'il n'y a pas eu un jet qui traînait, ou une intervention de qui compte, ou alors une distraction de l'arbitre où il a pu mettre un coup en spread, c'est bête, mais peut-être vraiment une victoire solide sur, je sais pas, c'est un champion, c'est tout bête, mais une victoire solide sur un, seulement qui, non, il est pas champion, sur un Owens, ouais, sur un Owens, effectivement, mais ça n'a pas été fait, mais maintenant c'est un peu tard. Mais sur un ancien champion, une victoire solide, genre rapide, enfin, tu vois, ça peut aller très vite et voilà, montrer que j'ai pas besoin de talent, enfin, de talent de triche, quoi, pour gagner. Vous voyez, je suis là maintenant, je sais gagner tout seul. Mais à part ça, c'est dommage que ce soit si long. Je sais pas, 33 minutes de match ou 36, je sais plus exactement. C'est long, même si c'est long, puis surtout que Edge, ben, c'est plus le Edge d'il y a 10 ans, que voilà, c'est lourd à regarder, hein. Vraiment, faut être combatif pour se dire, ah, je suis à fond dans le match de A à Z. Non, il y a des petits moments où t'as un sursaut, la fin, où t'es Moi, ça me vraiment à va. fond Hein. dedans, tu te demandes qui va gagner, mais tu peux pas rester 100% du match à te dire, je suis à fond dedans, je suis à fond dedans. Je veux dire, ils ont mis 5 minutes avant de se mettre une droite. Moi, j'étais à fond dedans tout le temps. Mais parce que Genre, même si on regarde j'aime bien le catch lent, comme ça. ouais, Ça me voilà, plaît après, beaucoup. ouais, voilà. Moi, Ça me j'ai rappelle mon premier run, j'allais dire, de regarder la WWE où les main events, c'était des John Cena Orton qui duraient 30 minutes. Et oui. c'était long. Et j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Alors après, je comprends qu'on n'aime pas. Ça peut être long, surtout quand c'est 5 heures du matin. Que tu regardes en live, ça commence à piquer. Mais moi, j'aime bien. Donc, ça me dérange pas trop. Euh, on va demander à Auguste qu'est-ce qu'il en a pensé de ce match, quand même, Auguste. Vite fait, bien fait, là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Oui, match? bien sûr, bien sûr. Et ben, je rejoins un peu tout le monde, hein. J'ai trouvé le match trop long. Du coup, bah, effectivement, on comprend pourquoi ils ont mis Bryan à WrestleMania parce que
Edge aujourd'hui lui donner un match solo, et bah c'est compliqué parce que bah le pauvre a plus 20 ans, il a plus le même cardio, même s'il a une shape, on va dire, euh, ultra bonne pour son âge. Au niveau cardio et endurance, ça ne suit plus. Ce qui est logique en soi, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que c'est la nature humaine, enfin, que c'est la vie, et que à plus de 40 ans, donc je crois que Edge a 44, à 44 ans, il en a 47, pardon. Que Edge a 47 ans, bah c'est normal, mais que le cardio suive plus. Donc du coup, ça donnait un match très lent. Euh, et donc, pour moi, le vrai intérêt du match arrive au moment où il y a le ref bump, parce que sinon, bon, bah, il se passe pas grand-chose. Ensuite, Didier et Uso, mais ils se font directement contrés par les Mysterio. Et ensuite, Rollins, j'ai j'ai bien aimé son intervention parce que du coup, ça, ça prévoit un Rollins Edge et ça, par contre, je suis bien hype, en espérant mais que les matchs ne durent pas trop longtemps, évidemment. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que la première intervention de Seth Rollins n'est pas suffisamment et qu'il a fallu qu'il intervienne une deuxième fois pour que Rollins gagne. Mais bon, un résultat logique. Le chef de la tribu reste champion. Et puis c'est cool parce que Edge va pouvoir quitter la, la scène du titre pour la laisser à une nouvelle légende, et je pense que on va parler tout de suite, Père. Exactement, c'est un très beau lancement que tu me fais là. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé après le show. Alors, on va vous remettre très rapidement dans le contexte. Paul Heyman donne un micro à Roman Reigns qui dit que maintenant tout le monde peut l'accepter en tant que chef de tribu. Et là, une musique que je n'avais pas entendue et qu'on n'avait pas entendue depuis beaucoup trop longtemps. La musique de John Cena. Alors moi, je vais vite fait donner mon ressenti. Quand la musique de John Cena a commencé à retentir dans l'arène, j'ai popé aussi fort que la foule présente ce soir-là. Et je suis retombé en enfance. Voilà, je suis retombé quand j'avais 8 ans et que John Cena était mon héros. Et c'est un sentiment extraordinaire. Si ça vous est jamais arrivé de retomber en enfance en regardant du catch, je vous le souhaite, c'est un sentiment extraordinaire. Et du coup, il a rien fait. Alors, il a donné un speech après que le show ait été fini pour les personnes présentes, mais il a rien fait de spécial. Il a juste fait un petit You Can See Me à Roman Reigns, teaser peut-être un match pour le titre universel à SummerSlam. Mais voilà, John Cena de retour, je trouve ça incroyable personnellement, à titre personnel. Je vais demander à mes compères ce qu'ils en ont pensé eux, s'ils ont eu la même expérience que moi. Hem, Andrew en premier. Alors on va faire ça rapidement, hein, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il faut encore donner la note de ce pay-per-view. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour? Comment tu as réagi quand tu as entendu la musique d'entrée de John Cena, si tu étais encore là? Honnêtement, comme tu as dit, j'avais 8 ans, mais c'est vraiment la même sensation. C'est-à-dire, j'étais sur mon lit, allongé, tout allait très bien, et d'un coup, je me suis carrément mis à genoux, à me demander ce qui se passait, le comment du pourquoi. Honnêtement, je m'y attendais pas, hein. Beaucoup de dark en parlaient d'un retour, mais je pensais pas que ça allait être à Money in the Bank. Même si j'étais très heureux, la pop de la foule est monstrueuse. Ça fait un moment que j'en avais pas entendu une pop comme ça pour un retour. Et le seul petit bémol, c'est que j'ai senti vraiment qu'il était juste venu pour dire, ça y est, je suis revenu. Et après, fin du show. Alors que honnêtement, si on aurait été plus sur un directement, il a fait le You Can See Me face à Reigns. Il n'y a pas eu de tête-tête, de confrontation où qui pouvait donner envie de voir ça. Là, je pense que vraiment, il est arrivé, il s'est juste fait kiffer. Il a fait, voilà, je fais mon retour, un petit You Can See Me, je fais 3-4 allers-retours dans la ring. Et après, je célèbre et je suis fin du show. Il me déçoit un peu parce que vraiment, j'aurais peut-être préféré un petit tête-tête, vraiment, comme je l'ai dit, une confrontation, quelque chose
pour nous hyper un peu plus. C'est vrai qu'après, bon, mais ça refait le taf, mais honnêtement, j'aurais peut-être préféré un peu plus de la part de Silla. Mais je suis très, très heureux de le voir, comme tu le disais. Oui, bon, il a pas parlé. Après, est-ce que on se rappelle de Triple H et l'Undertaker qui se parlent pas et qui officialisent leur match à WrestleMania 27? Il y a pas besoin de paroles des fois. Et de toute façon, il y a eu cette promo à Raw où il a dit qu'il venait pour Roman Reigns, donc on verra certainement ce soir à SmackDown. Gus, je sais que toi, en direct, dans le groupe Messenger, t'as bien crisé, ou le lendemain, je sais plus. Mm. Vas-y, Bah, dis-nous. en fait, on va dire, bon, je suis quand même comme vous sur la première minute. J'ai pop aussi chez moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. C'est que ça reste quand même un, un grand monsieur, mais qu'on l'aime pas, ou qu'on aime ne pas aimer. Mais après, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était enfin, à la WWE, c'était à WrestleMania 36, donc tout le booking et toute l'histoire autour du film de Au revoir. Euh, et puis, et puis aussi le fait que il arrive, il va voir son match de championnat universal, en espérant que Reigns reste champion. Évidemment, et aussi, personnellement, ça m'énerve, mais bon, c'est pas la première fois mais qu'on voit ça à la WWE, mais ça m'énerve que pour SummerSlam, les challengers aux 2 titres mondiaux sont des Hall of Famer ou futurs Hall of Famer âgés, mais qui sont pas à timer, pardon. Donc Cena contre Reigns et Goldberg contre Bobby Lashley, et, et, et qui viennent, ils les réclament et ils ont sans l'avoir mérité, parce que à la limite, il revenait en weekly et que ça a gagné à des matchs et que ensuite il veut un match pour les titres mondiaux, ça me dérangerait encore un peu parce que à cause de leur âge et de leur activité, mais au moins dans la storyline, ça serait logique. Alors que là, non, enfin. Quand Goldberg arrive à Raw, il dit I'm next, et puis voilà, fini. Là, Cena, il dit je veux Reigns à SummerSlam, c'est tout. Alors qu'on aurait pu, je sais pas, soit faire un tournoi ou mettre ou faire comme ils font parfois plusieurs Fatal 4-Way, ou une autre idée, mais au moins mais que Cena remporte un match à, à Raw ou à SmackDown. Mais bon, bref, ce n'est que, que mon avis. Ça reste d'énormes légendes et d'énormes stars, mais qui font vendre. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont dans le main event. Mais bon, moi, ça m'énerve un peu. Bien que, du coup, je disais, sur la première minute où Cena arrive, j'ai pop aussi comme un enfant. On a tous pop comme des enfants, je pense. Nathan, je sais pas si t'étais en direct, toi, pour ce moment, mais qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah j'étais ultra heureux, j'ai pop aussi dans mon coin, mais la pop du public était exceptionnelle, et je pense qu'on est tous très heureux de revoir Sina. Je suis pas forcément d'accord avec Auguste sur le fait que bah, Sina vienne et qu'ils prennent la place d'un autre, et qu'on est... bon, certes, on a 2 papis pour SummerSlam qui vont challenger pour les titres mondiaux, mais à SmackDown, finalement, Reigns, il a battu tout le monde. Donc le temps de reconstruire quelqu'un, bah, je trouve que c'est pas mal de lui donner un John Cena, et surtout, bah, imaginez les segments qu'on peut avoir entre les deux. Sachant que Cena au micro, bah, c'est la limite de la perfection, et que Reigns a fait un step-up au niveau du micro, et on peut avoir des segments incroyables entre les deux. Le temps de reconstruire un nouveau challenger, parce que je pense pas que Cena gagnera le titre, parce qu'après SummerSlam, il repartira à Hollywood. Mais le temps de mettre over Reigns, de construire un nouveau challenger pour l'après SummerSlam. Contrairement à Raw, où là, ben, on aurait pu offrir un Kiss Lee, par exemple, à Bobby Lashley, parce que Kiss Lee est revenu, il s'est fait poutrer en 5 minutes par Bobby Lashley, et on leur donne Bill Goldberg, et ça, c'est pas forcément nécessaire. Alors que là, à SmackDown, je trouve que c'est plus cohérent, et je suis très très heureux de revoir Cena, et je pense qu'on aura un super programme entre Reigns et Cena.
Surtout que pour repartir sur l'idée des promos, la dernière fois que John Cena a mis une promo sur Roman Reigns, c'était sévèrement mais l'addition était salée. Roman Reigns a step up, donc j'ai très hâte de voir le face à face entre les 2. Avant de conclure cette émission, on va partir sur les notes. Vous le savez, les 4 personnes présentes lors de chaque émission, review de pay-per-view prévoient une note pour, eh bien, le pay-per-view en question. On va faire ça vite parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Je vais commencer, j'ai mis 10,5 moi à ce show, alors j'ai mis la note la plus basse, spoiler. Vous allez peut-être me trouver dur, mais c'est vrai que, en fait, toute la première partie de la carte pour moi est oubliable. C'est des matchs qui ont leur place, peut-être dans des weekly, mais pas, dans un pay-per-view et du coup, c'est vrai que la fin avec Big E qui remporte la mallette, le match de Roman Reigns et Edge que j'ai beaucoup aimé et le retour de John Cena fait que je mets quand même au-dessus de la moyenne parce que je suis pas si méchant. Mais ouais, j'ai pas trouvé ce show, extraordinaire comparé à mes collègues qui ont mis des bien meilleures notes. On va commencer avec Andrew. Combien tu as mis à ce show et pourquoi? Rapidement. Alors moi j'ai mis un petit 15 sur 20 parce qu'honnêtement, bah déjà le retour du public a beaucoup joué sur ma note. Honnêtement, je vais pas faire le mec qui... Non, le retour du public a énormément joué sur ma note. Après, il y a eu des excellents matchs, hein. Je pense déjà au Money in the Bank masculin et au match Charles Flair et Ripley. Des matchs très corrects, hein. Je pense aux Viking Raiders et je pense aux Zolon Kick-Off, même si on les considère pas dans le show. Et même le Reigns Edge pour la fin de match, c'est un bon match aussi, hein. C'était un bon match de catch lent, mais un bon match de catch. Et un match un peu en dessous de tout, ça va être le Money in the Bank féminin. Mais sinon, dans l'ensemble, même le match de Kofi, même s'il n'a pas duré longtemps, pour moi, c'était un bon match. Il a valorisé Bobby, donc pour moi, c'est un 15 sur 20 sur ce PPV. 15 sur 20 pour Andrew. Auguste, combien tu as mis à ce show? Moi, j'ai mis un 14 sur 20 parce que personnellement, à part le match pour le titre par équipe d'Euro, tout m'a plu. Donc, à part le match pour le titre par équipe d'Euro et la première partie du main event, franchement, j'ai passé un agréable moment. Retour des fans d'une pop et de huée sincère et authentique. Ça fait plaisir. Et puis franchement, moi, il y a aucun match que j'ai trouvé vraiment mauvais ou vraiment honteux. Même le match que j'ai moins aimé était quand même potable. Et franchement, entre le Money in the Bank masculin et le replay contre Charlotte, pour le moment, bon après l'année n'est pas finie, mais pour moi, on a deux candidats dans le top 10 des matchs de l'année pour le moment. Oui, on va voir les matchs qui vont clôturer cette Je- année 2021. On a le temps encore, hein. Je n'ai pas dit On est qu'au enfin, juillet. j'ai dit, Bien j'ai sûr, mis- tu as dit top 10. j'ai dit dans le top 10. Top 10, top 10. Nathan, combien tu as mis toi à ce show? Moi j'ai mis 14. 14 parce que on a eu des excellents matchs. Je pense des matchs qui sont facilement 4 étoiles avec Charlotte Flair et Ripley et le Money in the Bank masculin. On a eu un peu de mal à démarrer, j'ai trouvé, avec le Money in the Bank féminin et les tag teams d'Euro. Le kick-off était très bon aussi, je le compte aussi dans la note. Main event un peu décevant, mais qui reste quand même bien. On a eu ce gros moment avec Cena et cette grosse pop, ce qui fait que j'ai mis 3 points de plus que Hell in a Cell. Hell in a Cell, j'avais mis 11 sur 20, là j'ai mis 14. Il y a 2 points pour le public et 1 pour cette grosse pop, ce gros moment dont on se souviendra avec ce retour de John Cena. Donc globalement, le show était bon, mais voilà, le public a aidé à relever un peu la note. Bon, ben voilà, je suis le vilain petit canard de cette notation. Pour la moyenne, ce note obtient une note de 13,3, ce qui est mieux que Hell in a Cell, le mois dernier. On verra bien. Le prochain show qui est SummerSlam, on attend un très gros show de la part de la WWE, bien évidemment. C'est la fin de cette review complète, j'espère, de Money in the Bank. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une émission de base avec le recap des différents shows et de All Elite Wrestling ainsi que des news. Ciao tout le monde. Salut! Au revoir.